Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour la suite de cette soirée électorale spéciale législative 2012 en Haute-Normandie. Nous reprenons tout de suite le fil des résultats avec vous, Émilie Lecomte. Pardonnez-nous pour tout à l'heure. On vous a un petit peu coupé la parole. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci, puisqu'on va justement s'intéresser aux résultats qu'on n'avait pas encore, cette fois en Seine-Maritime. Tout d'abord, la première circonscription dans le département de Seine-Maritime, celle où se présentait Valérie Fourniron, l'actuelle ministre des Sports. Elle récolte 41,5% des suffrages. Elle est devant Cyril Grénaud. Après accord UMP Nouveau Centre, il récolte, lui, 29,16% des voix. Guillaume Penel, pour le Front National, réalise un score de 10,09% des voix. Et devant Karine Goupil pour le Front de Gauche à 7,88% des suffrages. La deuxième circonscription à présent avec Françoise Guégaud pour l'UMP qui arrive en tête avec un score de 36,83% des voix. Devant Véronique Moinet pour Europe Écologie Les Verts et la majorité présidentielle, 35,77% des voix. Elisabeth Lalanne-Dehaut pour le Front National réalise un score de 14,3% des voix devant Christian Gauthier pour le Front de Gauche à 6,26%. La troisième circonscription de Seine-Maritime avec l'USPAN pour l'EPS qui arrive en tête avec 40,48% des suffrages devant Hubert Wulfranc pour l'EPC, 24,6%. Jacques Gaillard pour le Front National réalise un score de 17,68% des suffrages et Brigitte Brière pour Debout la République réalise un score de 4% des voix. La quatrième circonscription de Seine-Maritime, on en parlait tout à l'heure, qui voit la réélection de Laurent Fabius, PS, dès le premier tour avec 52,81% des suffrages. Derrière, Nicolas Bay, le président du Front National au Conseil régional en Haute-Normandie, réalise un score de 18,36% des voix. Franck Meyer est juste derrière, Nouveau Centre, 14,05%, devant Patrice Dupré, le maire de Grand-Couronne pour le Front de Gauche, 10,58% des voix. La septième circonscription de Seine-Maritime, non, on va faire la cinquième, parce que c'est plus logique avec Christophe Bouillon, tout d'abord le maire de Canteleu, PS qui récolte 49,43% des voix. Derrière lui, Valérie Carmer-Loisel pour l'UMP, 20,49% des suffrages. Timothée Houssin, 15,63% pour le Front National et Valérie Lebrun, Front de Gauche, récolte, elle, 5,46% des voix. La sixième circonscription, très attendue, avec Sandrine Hurel, PS, la députée sortante de l'ex-11e circonscription, qui réalise 32,47% des voix devant Michel Lejeune, UMP, lui-même député sortant de la ex-12e circonscription, qui lui réalise 30,74% des suffrages. Sébastien Jumel pour le PC, 16,55% et Sophie Pétel pour le Front National, 14,73% des voix. On arrive maintenant à la septième circonscription avec Édouard Philippe, le maire du Havre, qui arrive en tête avec 39,12% des suffrages devant Laurent Logioux pour le PS, 34,33% des voix. Angélique X Dax pour le Front National, 11,88% des voix. Et Nathaniel Naïn pour le Front de Gauche, 9,17% des voix. La huitième circonscription de Seine-Maritime, Catherine Troalic, donc pour le PS, réalise un score de 30,5% des suffrages. Elle devance Jean-Paul Lecoq, le maire de Gonfreville, avec 30,26% des voix, maire PC. Agnès Canaillard arrive pour l'UMP derrière avec 19,64% des voix et Philippe Fouché-Saillanfès pour le FN réalise un score de 14,6%. La neuvième circonscription de Seine-Maritime, circonscription test aussi pour nous, qui voit Estelle Grelier arriver en tête pour le PS, 38,06% des suffrages, devant Daniel Fiblin pour l'UNP, 33,51%, Geneviève Salvisberg, 14,64% pour le FN et le Front de Gauche derrière avec Céline Brulin, 8,1% des voix. La dixième circonscription avec Alfred Tracy-Payog, le sortant, qui réalise un score pour l'UNP de 39,02% des voix. Dominique Chauvel pour le PS, 38,88%. Isabelle Gilbert pour le Front National, 13,48%. Et Anine Flo pour le Front de Gauche, 4,61%. Il faut quand même que je vous donne la cinquième circonscription de l'heure qu'on n'avait pas donnée tout à l'heure. Je sais qu'elle vous intéresse, c'est pour ça je sais que vous y tenez. Franck Gillard avec l'UMP arrive en tête avec 32,96% des suffrages devant Jean-Michel Dubois pour le Front National, 20,03% des voix. Jérôme Bourlet de la Vallée pour Europe Écologie Les Verts et la majorité présidentielle réalise un score de 12,82%. Hélène Ségura d'Hiver Gauche réalise un score de 11,8%. C'est terminé ?
Ça n'est plus d'une rafale, c'est une salve. Merci, Émilie. Vous parliez à l'instant de la 6e circonscription du département de Seine-Maritime. Ça tombe très bien puisque Michel Lejeune, maire de Forges-des-Eaux, député sortant, vous le disiez, de l'ex-12e circonscription, nous a rejoint. Bonsoir, monsieur le député. Vous virez donc ce soir en 2e position derrière Sandrine Hurel avec 30,74%. Sandrine Hurel, 32,47%. Plutôt satisfait ce soir? Bah, écoutez, j'aurais préféré à virer en tête, mais oui, bon, je me doute. En 2e position, c'est déjà bien, avec un score tout à fait honorable, parce que la circonscription a été particulièrement modifiée avec le rajout de Dieppe, etc. Et bon, je suis assez satisfait du score. Est-ce que c'est un niveau de résultat auquel vous vous attendiez? Vous aviez placé le curseur plus haut ou peut-être plus bas? J'avais placé le curseur à peu près à ce niveau-là, effectivement. Parce que maintenant, bon, il y a un 2e tour qui se profile, hein, et on va s'attaquer au 2e tour et on va se battre pour ce 2e tour. Des surprises, peut-être, alors que Madame la ministre des Sports, Valérie Fourniron, nous fait l'amitié de passer. Bonsoir, Madame la ministre. Des surprises, peut-être, dans ces résultats? Le bon score du Front National, encore une fois. Le Front National de Sophie Pétel qui est à 14,73%. C'est une personne, en fait, qui n'est absolument pas connue, qui n'est probablement pas venue très souvent dans la circonscription et qui fait aujourd'hui 14 et quelques % des voix. Bon, c'est toujours le même vote du Front National, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont, je pense, qui ont des messages à faire passer, bon, et puis il faut savoir les écouter, tout simplement, quoi. Philippe? Oui, monsieur le député, lors de l'élection présidentielle, lors du 2e tour, on s'est aperçu que sur Dieppe, une grande partie de ceux qui avaient voté, en tout cas en faisant les calculs, on pouvait s'en apercevoir, qui avaient voté en faveur de Madame Marine Le Pen, avaient reporté leur voix sur monsieur Hollande. Et dans le pays de Bray, c'était l'inverse. Ceux qui avaient voté Front National, en tout cas une grande partie d'entre eux, avaient voté en faveur de monsieur Sarkozy. Est-ce que vous pensez pouvoir renouveler, entre guillemets, l'opération et mobiliser, puisqu'il y a un taux de participation qui est quand même faible, 60%, donc 40% d'abstentionnistes. Est-ce que c'est là que vous espérez récupérer ce qui peut inverser une tendance qui ne vous est quand même franchement pas favorable pour le moment? Parce que si vous faites le total du PS plus du PC, ne serait-ce que ça, plus le candidat Frédéric Weiss de Europe Écologie Les Verts, où on est à 50%. Oui, mais le président d'Europe Écologie Les Verts, j'aurais du mal à penser qu'il se reporte ses voix sur Sandrine Hurel, parce qu'elle défend haut et fort dans la circonscription le PR à Penly. Et vous aussi? Et moi aussi, mais de toute façon, je me fais pas d'illusions, parce que les Verts, je pense pas qu'ils se reportent sur moi, mais sur elle, c'était fort probable. Et j'ai l'impression que ces personnes-là vont pas obligatoirement reporter leur suffrage sur Sandrine Hurel. Concernant le Front National, effectivement, ce que vous dites, c'est juste. Le Front National, quand il est dans les villes, se reporte plutôt sur la gauche au 2e tour, et quand il est dans nos campagnes, se reporte plutôt sur la droite au 2e tour. Moi, je vous dis franchement, je ne comprends pas des gens qui peuvent voter aujourd'hui Front National au 1er tour et se reporter sur la gauche après. Il est bien évident que le Parti Socialiste préconise le vote des émigrés aux élections locales. Et c'est pas tout à fait quand même ce que préconise le Front National. Alors je pense qu'il y a de ce côté-là des choses à revoir. Merci beaucoup, Monsieur Lejeune. Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacé jusqu'à nous. C'est le principe ce soir, hein. On organise un forum, tous les politiques sont invités à passer. Nous allons aller du côté d'Évreux où Monsieur Destan nous attend. Bonsoir, monsieur. Vous nous attendez bien? Je vous attends et je suis content de voir que l'heure puisse un peu parler à l'antenne. Ah, vous vous trouviez privé d'antenne, dites-moi, vous aviez l'air impatient. Non, trêve de plaisanterie, nous allons parler bien évidemment du département de l'Eure, comme il se doit. Monsieur Destan, vous virez en tête avec 35,62%, devant Jean-Pierre Nicolas de l'UMP, 34,93%. Une première réaction, un premier sentiment sur ce résultat? Écoutez, d'abord, un remerciement pour les électeurs et je crois que un vent de renouveau souffle sur cette 2e circonscription. Mais rien n'est gagné pour le 2e tour. Il faut maintenant rassembler bien sûr les forces de gauche, les forces de progrès, mais il faut aussi rassembler
plus grand nombre d'électeurs sur cette circonscription. Je l'ai dit pendant cette campagne, je veux être un député actif à l'Assemblée nationale pour conduire le changement et actif dans la circonscription, puisque nous avons des défis lourds qui nous attendent. Et donc, je me présente avec une grande volonté à ce deuxième tour. Philippe Goudet, une question à vous poser. Oui, Monsieur le Président, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, Monsieur Sarkozy est arrivé en tête dans 4 circonscriptions sur 5 dans le département de l'Eure. Et là, indéniablement, ce soir, les chiffres sont là pour le prouver. Il y a une forte progression du Parti socialiste. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence entre le deuxième tour de l'élection présidentielle et le premier tour des élections législatives? Il n'y a qu'un mois. Est-ce que, d'après vous, les Français, en tout cas dans le département de l'Eure, se disent qu'il faut donner une majorité au président qu'ils ont élu globalement, même si, encore une fois, dans le département de l'Eure, à part la 4e circonscription, ils ont plutôt voté en faveur de M. Sarkozy? Écoutez, moi j'observe que partout en France, le Parti socialiste notamment a fortement progressé. Le thème de donner une majorité au changement, je crois que c'est un thème que les Français ont compris. Dans l'Eure, nous avons progressé à la présidentielle par rapport à la présidentielle précédente. Nous progressons encore fortement. L'UMP, dans ce département, a de nouveau perdu beaucoup de voix quand le PS en a gagné beaucoup. J'y vois aussi le travail de tous les élus qui, chaque jour, ne ménagent pas leur peine pour porter les idées qui sont les nôtres. Et une dernière question, vous avez été candidat malheureux dans la 3e circonscription, face à Monsieur Morin notamment. Là, est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vos idées ont plus de facilité à passer dans un secteur qui est à la fois urbain et rural, à savoir la 2e circonscription du département de l'Eure? Écoutez, je vire en tête, je crois que c'est la première fois qu'un candidat socialiste dans cette circonscription vire en tête. La dynamique est avec moi. Mais encore une fois, rien n'est gagné, il faut rassembler, et j'appelle vraiment tous les électeurs à se reporter sur moi au deuxième tour. Merci beaucoup, Président. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va filer du côté du Havre où nous attend Jean-Paul Lecoq. Bonsoir, Monsieur Lecoq. Une première... Bonsoir. Allô, oui, c'est dans la 8e circonscription. Bonsoir. Réaction sur les résultats que l'on connaît donc maintenant ce soir. Catherine Troalic, 30,5%. Je rappelle les principaux. Vous-même, Jean-Paul Lecoq, 30,26%. Et en 3e position, Agnès Canaillé, l'UMP, 19,64%. Est-ce que ce sont des chiffres auxquels vous vous attendiez? Dites-nous. Bah, pas vraiment, non. J'attendais quand même des chiffres plus porteurs au niveau de ma candidature. Il manque 83 voix, je crois. Donc, bon, voilà, on va faire avec. On va continuer à se rassembler. J'entendais Jean-Louis Destan appeler au rassemblement. Je pense que c'est la grande question. Et l'autre grande question, après le rassemblement, c'est le changement. La campagne électorale a montré les impatiences des habitants de la circonscription à ce que les choses changent. Dans les quartiers populaires où j'étais candidat, les gens vivent mal, attendent qu'on apporte des réponses en matière d'emploi, attendent sur l'agglomération havraise que l'on soutienne les entreprises en difficulté. Ils attendent aussi que l'on en amène d'autres et que l'on réindustrialise. Moi, je me préparais, si j'étais devenu député, je me préparais à travailler cette grande question de la réindustrialisation, parce que je pense que notre territoire est un territoire qui est concerné par cette question-là. Voilà, on en est là pour l'instant. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, là, c'est dès ce soir, vous allez commencer à discuter, à négocier. Comment ça va se passer? Ah bah, pour discuter, négocier, faut rencontrer les gens. Pour l'instant, j'ai pas une nouvelle de ma camarade socialiste encore actuellement. Donc bon, je sais pas. Il n'y a pas de négociation, de discussion. On est dans un état d'esprit global de rassemblement de la gauche. Et donc voilà, quand il y a le premier arrivé est généralement celui qui porte les couleurs de la gauche. On est dans cet état d'esprit. Moi, de mon côté, je suis aussi très attentif à ce qu'à l'Assemblée nationale il y ait un groupe front de gauche. Ça vous a pas échappé, vous avez montré les fourchettes et donc entre 14 et 20, 14 il n'y a pas de groupe. Donc il faut que l'on examine les choses, il faut que le comportement soit clair dans tout le territoire et le rassemblement se fera de manière totalement naturelle. En tout cas, moi c'est ma pratique politique depuis toujours et j'envisage pas y déroger. Alors, Monsieur Lecoq, si on regarde les résultats à gauche sur cette 8e circonscription, globalement par rapport aux résultats de Daniel Paul lors du premier tour de 2007, vous progressez de 5 points.
l'UMP, c'était Madame Agathe Caillère, et puis finalement c'est sa fille, en l'occurrence, qui était candidate, qui baisse considérablement, et c'est le PS qui progresse. Alors, on a eu l'occasion de le dire, c'est vrai dans la 6e circonscription, c'est vrai sur l'agglomération havraise. Est-ce que c'est pas un tournant auquel on est en train d'assister, un tournant politique à gauche, à savoir que petit à petit, le Parti socialiste prend l'ascendant sur le Parti communiste, en particulier au Havre. C'est une page de l'histoire qui est peut-être en train de se tourner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites que le Parti communiste progresse, le Front de gauche progresse. Je crois que le travail qu'a fait Daniel Paul... Le PS progresse beaucoup. Oui, mais nous, on progresse. Alors après, le PS progresse dans tout le pays, pas spécialement au Havre, il progresse dans tout le pays. Après, il faut regarder la nature des progrès. Il progresse dans le cadre d'une dynamique. Les gens, il faut se souvenir que les gens ont vécu 5 années sous le régime Sarkozy. Il y avait urgence pour eux à ce que ça change. Et donc, ils ont mis François Hollande président de la République. Moi, au 2e tour, j'ai voté François Hollande. Parce qu'il était urgent que ça change. Ils ont, à l'occasion de ce premier tour des législatives, voulu confirmer cette volonté de changement, ça donne des grandes responsabilités au Parti socialiste. Parce que quand on dit changement, c'est maintenant, il ne faudra pas nous dire dans un mois ou dans un mois et demi, les choses ne peuvent pas se faire maintenant, il faudra attendre 4-5 ans. Je pense que le peuple saura se manifester avant. Alors, dernière question, vous l'avez dit vous-même, vous êtes en ce moment, pour le moment en tout cas, au niveau des estimations, dans une fourchette de 14 à 20, ça change tout. 15, c'est pour avoir un groupe, 14, vous n'avez pas de groupe, et pour peser d'un poids important, puisque c'est ce que vous voulez finalement, il faut être très présent. Est-ce que, en fonction des résultats, on va pas tirer des plans sur la comète, il faut attendre le 2e tour, mais j'imagine que vous en parlez entre vous, parmi vos camarades. Est-ce que vous imaginez, pourquoi pas, participer à un gouvernement de gauche, alors que pour le moment, vous n'en faites pas partie, clairement ? Écoutez, la question, elle se pose en matière d'existence. C'est-à-dire qu'un groupe à l'Assemblée nationale, c'est la garantie de porter les attentes du peuple à l'Assemblée nationale. Pas de groupe, ça veut dire le silence. Ça veut dire le silence pour les députés du Front de gauche. Et donc ça, c'est l'enjeu essentiel. Nous, on conditionne pas la notion de groupe avec la participation à un gouvernement ou quoi que ce soit. C'est un débat qui va avoir lieu cette semaine, qui commence dans le Parti communiste. Ça va discuter. Et on se voit... tous les adhérents du Parti communiste et avec le Front de gauche la semaine prochaine à l'issue du résultat définitif de ces élections législatives. Donc voilà les questions. Moi je suis pas dans la politique fiction. Si j'étais dans la politique fiction, je me serais déjà projeté sur d'autres territoires. Non, à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui on en est à se bagarrer pour qu'il y ait un groupe Front de gauche à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Jean-Paul Lecoq, candidat communiste dans la 8e circonscription de Seine-Maritime. Vous étiez en direct depuis le Havre. Valérie Fournéron, bonsoir. Bonsoir Madame la Ministre. Merci d'être passée nous voir. Satisfaite, j'imagine. Tout vous réussit en ce moment, quasiment. C'est un bon premier tour. Oui, on va redonner les résultats si vous le voulez bien. Donc vous virez en tête avec 41,5% de vos Cyril Grenot, 29,16%, Guillaume Penel du FN, 10,09%. Un premier commentaire sur ce trio de tête, sur ces résultats du soir? Oui, un très bon premier tour en ce qui concerne ma candidature avec mon suppléant Pierre Léoté. Vraiment une augmentation forte des voix qui se sont portées sur notre candidature. Plus 7 points par rapport à 2007, alors que la circonscription a été redécoupée et que toute une partie d'un canton qui était, je veux dire, très, très à gauche, je veux dire, aujourd'hui sur la 3e circonscription. Donc avec Mont-Saint-Aignan et des villes, ce soir vraiment une grosse satisfaction. Et je voudrais remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui se sont portés sur ma candidature. Alors c'est vrai qu'une élection n'est jamais gagnée, mais je suppose quand même que vous vous attendiez à ce niveau de score. Écoutez, en 2007, j'étais simplement 2e au premier tour, 3 points derrière le candidat UMP. Donc j'étais aussi prudente. Je veux dire, je sais que ces élections, il faut toujours aller jusqu'au bout, faire campagne, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je ferai avec une mobilisation jusqu'à dimanche prochain, en rassemblant toutes celles et tous ceux qui veulent ce changement pour la France. Alors, on ne va pas atténuer l'impact de votre réussite, on ne va pas se permettre. Simplement, on va remarquer 2 choses. Premièrement, ce qui n'est pas souvent le cas, le Front National fait un bon score. Sur Rouen, d'habitude, le Front National est plutôt... j'ai comparé les chiffres ces 20 dernières années, au maximum à 8%. Là, M. Penel atteint 10%. Première chose. Deuxièmement, votre principal candidat, M. Grenot, on ne va pas dire qu'il soit
hyper connu. Il intervient dans le cadre d'une alliance entre l'UMP et le Nouveau Centre. Voilà. Mais en même temps, vous avez raison de souligner que vous progressez. Est-ce que votre candidature, à la limite, puisque vous êtes ministre et c'est clair que vous pouvez pas être député, est-ce que c'est une candidature de témoignage pour dire je suis ministre, je monte au créneau, ce que certains ministres d'ailleurs ne vont pas faire parce qu'ils avaient craint de perdre, ou est-ce que c'est simplement, j'allais dire à la limite, après tout pour insister davantage sur votre puissance sur Rouen et son agglomération, dans la perspective, pourquoi pas, un jour prochain, d'être présidente de la CREA? Aujourd'hui, il y a eu 24 ministres qui sont, comme vous dites, montés au créneau. Montés au créneau, pourquoi? Parce que quand on est ministre, on est nommé par un Premier ministre. Quand on est élu, c'est par les électeurs. Et la légitimité sur un territoire, moi j'ai toujours été la chercher dans la relation avec les électrices et les électeurs de ce territoire. Et c'est pour ça que j'ai tenu, comme donc 23 autres, à être candidate sur cette élection législative. Donc il faut vraiment... cette légitimité, pour moi, elle est essentielle. C'est ainsi que j'ai construit mon parcours politique, cette relation avec les Rouennais, aujourd'hui sur une circonscription qui est plus large. Je pense que c'est ça, la relation politique. Vous n'avez pas de député. Mais écoutez, d'abord, il faut attendre le deuxième tour, dimanche prochain. Même si vous gagnez, vous ne serez pas député. Écoutez, je ne serai pas député, mais mon suppléant siégera tout le temps où je serai ministre. Et donc, c'est la règle, c'est dans la Constitution. Mais c'est deux choses néanmoins différentes. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une nomination et il y a une élection par les citoyennes et les citoyens. Merci beaucoup Valérie Fourneron d'avoir accepté notre invitation. Très belle soirée à vous. Un ministre en exercice, un autre ministre, lui qui ne l'est plus, c'est Bruno Le Maire qui nous attend à Évreux. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, réaction sur cette première circonscription. On va rappeler rapidement les résultats. Bruno Le Maire, 41,35% devant Michel Champrenon, 31,5%. Nathalie Billard pour le FN à 16,45%. Vous êtes en ballottage ce soir. Comment vous sentez ce deuxième tour ? Écoutez, moi j'appelle évidemment tous ceux qui se sont portés sur ma candidature à rester totalement mobilisés pour la prochaine semaine. Ensuite, je ne vous cache pas que c'est une vraie joie de voir que nous avons pu améliorer notre score entre 2007 et 2012 de près de 4 points dans des circonstances politiques qui nous sont moins favorables puisque nous avons perdu la présidentielle. Il faut se battre sur chaque poste législatif et sur la première circonscription de l'Eure, le score progresse. Tant mieux, je crois que tous les militants ont fait un travail formidable. Mon suppléant Guy Lefranc a fait également un travail formidable. Tout ce travail paye. Et je souhaite qu'une fois encore, ceux qui croient dans les valeurs de la responsabilité, dans les valeurs du travail, qui croient dans l'avenir de la France, se portent sur mon nom au second tour le dimanche 17 juin prochain. Alors en même temps, Monsieur le Ministre, il faut préciser que lors du premier tour des élections législatives de 2007, il y avait une candidature, on va pas dire sauvage, mais c'était Monsieur Pétier, qui est quand même solidement ancré à droite, ce qui fait qu'effectivement, là, c'était pas le cas cette fois, à part le candidat du CPNT, qui est quand même assez loin. Donc effectivement, vous progressez, mais également le candidat socialiste, en l'occurrence Parti radical de gauche, soutenu par le Parti socialiste, Anne Mansouré avait fait 17,69 au premier tour, et là il fait 31,5. Globalement, dans le département de l'Eure, le PS progresse, et des candidats, alors que, comme on le soulignait tout à l'heure, au deuxième tour, dans les 4 circonscriptions sur 5, M. Sarkozy était arrivé en tête, il y a des candidats qui vont quand même souffrir au deuxième tour. On pense notamment à M. Jean-Pierre Nicolas dans la 2e circonscription de l'Eure. Oui, il y a effectivement des situations qui sont difficiles. Mais si vous prenez circonscription par circonscription, une fois encore, dans la première, il y avait plusieurs candidats à gauche en 2007, plusieurs candidats à droite en 2007 également. Par rapport à 2007, il y a une nette progression du candidat de l'UMP et de la droite républicaine et du centre. Et je crois que c'est une bonne nouvelle et que c'est vraiment le fruit du travail qui a été fait pendant 5 ans et la marque d'une implantation locale qui marche. Et c'est ça qui, pour moi, est évidemment le plus important. Ensuite, il y a des circonscriptions dans lesquelles la situation est plus difficile. Je le vois bien sur la 2e circonscription. Je le vois également sur la circonscription d'Hervé Morin, même si je ne suis pas inquiet sur son résultat de second tour. Mais je souhaite que tout le monde se mobilise dans chacune des circonscriptions de l'Eure pour que nous puissions faire gagner nos candidats. Jean-Pierre Nicolas dans la 2e, Hervé Morin dans sa circonscription,
Pour Franck Gillard, évidemment, les choses sont très différentes. Mais on ne doit pas laisser un pouce de terrain. Il faut se battre dès demain matin, 8 heures, au travail, pour convaincre les électeurs. Alors, au travail, se battre pour convaincre les électeurs, il faut l'union. Et on a pu comprendre au début de la campagne des législatives qu'entre M. Copé et M. Fillon, c'était pas obligatoirement évident. Vous, on a entendu, Monsieur le ministre, que vous étiez prêt éventuellement à prendre le flambeau de la tête de l'UMP. Est-ce que c'est pas un peu le problème à l'heure actuelle de la droite en général, de l'UMP en particulier, se reconstruire, se réorganiser, refaire l'union? Est-ce que, notamment en Haute-Normandie, c'est vous qui allez mener le combat? Vous savez, moi je suis responsable de l'opposition au Conseil régional, je suis responsable de l'UMP dans l'Eure, et évidemment que je conduis ce combat avec beaucoup de détermination. Mais j'ai eu l'occasion de le dire dans le cadre de ce débat sur l'UMP. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous verrons ça plus tard. En deuxième lieu, nous devons convaincre par nos idées. C'est sur nos idées que nous gagnerons nos batailles électorales, que ce soit les législatives ou les batailles électorales futures. Les Français nous demandent de l'audace. Ils nous demandent des idées neuves. Ils voient bien que le monde change à une vitesse sans précédent. Ils voient bien la gravité de la situation en Europe. Eh bien, face à ça, ils nous demandent d'apporter des réponses concrètes, de faire preuve d'audace, d'aller le plus loin possible dans nos convictions, dans nos idées, dans nos valeurs. Moi, c'est ce que je porte. C'est la ligne de conduite que je me suis fixée depuis le lendemain de cette élection présidentielle. Le projet, tout le projet, et rien que le projet. C'est comme ça que nous convaincrons les électeurs. Et ce projet, il doit être le plus audacieux, le plus convaincant, le plus neuf possible. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Évreux. On va rester justement dans le département de l'Eure et on va demander à Émilie de nous rappeler les résultats de la 4e circonscription, puisque on va découvrir dans quelques instants le sujet que nous ont préparé Lyonnais Schulz avec Myriam Libert sur cette circonscription. On vous écoute, Émilie. Une circonscription, il n'y a pas vraiment eu de grosse surprise, puisque François Loncle arrive en tête pour le moment. Pour le PS avec 39,8% des suffrages. C'est plus qu'en 2002 au premier tour pour François Loncle. Il arrive donc en tête devant François-Xavier Priolo après un accord UMP Nouveau Centre qui récolte lui 26,02%. Julie Barbier pour le Front National arrive 3e, 18,78% devant Arnaud Levitre pour le Front de Gauche, 7,37%. Merci beaucoup. Mais écoutez, on va filer du côté de Louviers, François Loncle, le PS, qui brigue son 7e mandat dans son fief, qui arrive, vous venez de nous le dire, largement en tête et avec un Front National qui réalise un bon score. C'est donc un sujet de Lyonnais Schulz et de Myriam Libert. Il ne devait pas se représenter, mais ce soir, François Loncle se dit qu'il a bien fait. 39,8% des voix, à 68 ans, le député sortant avait rarement réalisé un aussi bon score. Ma plus grande satisfaction, c'est que dans la plupart des villages de ma circonscription, où ils avaient voté Sarkozy ou Front National, je suis en tête. Parce qu'ils savent qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils me connaissent. La participation est plutôt bonne avec un peu plus de 57%. À Louviers, à l'heure du dépouillement, on s'achemine vers un duel PS contre UMP Nouveau Centre, mais les scores du Front National sont déjà élevés. Nos espérances sont pour l'instant comblées, on verra, mais plutôt joyeuses de toute façon parce que nos électeurs nous ont suivis. Le Front National est finalement battu mais réalise 18,78% des voix. Le jeune candidat UMP Nouveau Centre François-Xavier Priolo, avec 26,02% des suffrages, va aller chercher les électeurs du Front National. Il faut éviter la mise en œuvre de réformes qui sont, à mon sens, dangereuses, comme le droit de vote des étrangers, comme la remise en cause, par exemple, la suppression des tribunaux correctionnels pour les mineurs délinquants multirécidivistes. De son côté, François Loncle rappelle que sa seule ambition est de consolider la majorité présidentielle. Voilà pour ce sujet dans la 4e circonscription du département de l'Eure. Nous allons maintenant aller du côté du Dieppe où nous attend maintenant Sébastien Jumel. Bonsoir Monsieur Jumel. Bonsoir. Alors, première réaction, vous êtes je crois ce soir en 3e position. Un commentaire à chaud ? D'abord, notez que dans la 3e ville du département, le maire de Dieppe sort consolidé, renforcé de ce scrutin, puisque j'obtiens 35% des voix à peu près, c'est-à-dire beaucoup plus qu'au lendemain des élections législatives de 2007 qui annonçaient la victoire des municipales. Donc je suis ce soir un maire heureux,
fier de porter la parole des Diepoises et des Diepois qui veulent compter dans l'aménagement du territoire au plan régional et qui veulent être respectés à l'échelle nationale. Philippe ? Oui, Monsieur Jumel, est-ce que vous appelez clairement, nettement ce soir à voter en faveur de Madame Murel pour le deuxième tour des élections législatives ? La question ne se pose pas comme ça. D'abord, j'attends que Sandrine Murel, par respect pour le maire et les Diepois, me contacte pour qu'on réfléchisse ensemble aux modalités de rassemblement du deuxième tour. Vous comprendrez par exemple que après ce scrutin qui consolide Dieppe, le maire, le rassemblement de la gauche à Dieppe, j'attends de sa part un signe fort d'union de la gauche pour les municipales de 2014, parce que l'observateur que vous êtes aurait à examiner avec attention le résultat de Dieppe. Et si j'étais arrivé derrière, vous auriez extrapolé le résultat des élections municipales de 2014. Là, cette fois-ci, j'arrive en tête avec plus de 11%. J'arrive 3e dans la circonscription et vraisemblablement l'analyse des résultats de l'ancienne 11e, parce que vous le savez, le découpage a été réalisé par la droite, pour la droite, est-ce qu'il est. Et donc, j'attends d'avoir Sandrine Murel au téléphone pour voir de quelle manière elle intègre la parole des Diepois, de Dieppe, de notre territoire, dans son projet pour mesurer si elle est en mesure ou non, ou si elle a la volonté ou non de créer une dynamique de rassemblement. Voilà, on a bien compris que vous n'étiez pas tout à fait dans la même position que Monsieur Lecoq. On a entendu tout à l'heure clairement sur notre antenne dire « J'appelle à voter pour Madame Troilic sans aucune condition parce que c'est le désistement républicain ». Vous attendez que Madame Murel vous appelle. Il semble que vous n'ayez pas entendu la même chose que moi de mon ami Jean-Paul Lecoq. Il a dit qu'il attendait que Catherine Troilic l'appelle. Ouais. Pour l'instant, elle ne l'avait pas encore fait. Et il attend lui aussi que la parole des habitants qu'il représente soit respectée dans une ville populaire, dans un territoire populaire comme celui de Gonfreville qui va jusqu'au quartier nord du Havre. Eh bien écoutez, nous allons suivre avec une très grande attention les coups de fil qui vont être échangés, peut-être durant cette soirée, mais en tout cas durant la semaine. Avant de retrouver Édouard Philippe qui nous attend au Havre, on va regarder un sujet qui concerne justement la 7e circonscription de Seine-Maritime, qui va connaître un très classique duel UMP-PS, mais qui s'annonce apparemment plus serré que prévu, dans cet ancien fief de Jean-Yves Besla. Au deuxième tour, on va donc retrouver celui qui sera avec nous dans un instant, le maire du Havre, Édouard Philippe, et le candidat socialiste, Laurent Logioux. C'est un sujet d'Isabelle Gann et de Laurent Guiraudou. Le maire du Havre, Édouard Philippe, devant son rival socialiste de 5 points dans la 7e circonscription de Seine-Maritime. Une avance pas si confortable sur un terrain pourtant réputé à droite. Ça me laisse à penser que l'élection dimanche prochain sera serrée, mais je l'aborde avec plutôt beaucoup de confiance, et je considère que compte tenu de la poussée qu'on a pu observer socialiste au sein de la gauche au Havre, dans la 8e circonscription comme dans la 7e, je crois que c'est pas mal de sortir en tête. Malgré la vague rose, Laurent Logioux doit se contenter de 34% des suffrages, mais il espère bien y ajouter l'ensemble des voix de gauche pour le second tour. J'aurais certainement préféré être devant mon adversaire, mais ce qui compte surtout, c'est que la totalité des voix de gauche soit si importante. Donc je vais dans cette campagne avec beaucoup d'ambition, et j'espère que la semaine prochaine, il y aura un deuxième député sur cette agglomération socialiste. Dans chaque camp, il va falloir mobiliser. La participation, qui était de 70% à la présidentielle, est en effet tombée à 52% pour ce premier tour des élections législatives. Bonsoir Édouard Philippe, c'est ce qu'on appelle un deuxième tour qui promet, qui va être serré ? C'est un deuxième tour intéressant, il promet en effet. Moi je l'aborde avec beaucoup de confiance, beaucoup de concentration aussi. J'observe que je sors, comme on dit, en ballottage favorable, avec une avance de plus de 2000 voix sur l'ensemble de la circonscription. Circonscription qui a été très largement transformée. Elle n'est plus à l'image de ce qu'elle était quand c'était Jean-Yves Besla le député. Elle est un peu plus difficile, un peu plus ouverte politiquement. Je crois que le résultat de ce soir, compte tenu de la poussée en effet du Parti socialiste, n'est pas mauvais. 1000 voix d'avance sur les cantons du Havre, 2000 voix d'avance au total, 2300 voix d'avance au total. Ça me place dans une bonne situation pour continuer à tenir le discours que je tiens depuis le début de cette campagne, un discours fondé sur des valeurs, fondé sur l'envie déterminée de défendre les intérêts du Havre, de l'agglomération havraise et de sa population.
Et je l'aborde avec beaucoup de confiance, mais encore une fois avec beaucoup de sérieux. Quand on fait campagne électorale, on n'est pas là pour faire le malin, on est là pour parler, on est là pour convaincre, on est là pour écouter, et je le fais avec, encore une fois, beaucoup de sérieux. Philippe ? Oui, monsieur le maire, est-ce que justement un des enjeux de ces élections législatives, en particulier dans votre circonscription, la 8e, c'est pas aussi de faire passer le message qui a un petit peu de plomb dans l'aile maintenant, que la gauche est passée au niveau de l'élection présidentielle en faveur du développement de la ligne à grande vitesse, et pas seulement d'ailleurs du Grand Paris en direction du Havre. Et est-ce que c'est pas ça aussi le message à faire passer, qui est pas obligatoirement d'ailleurs facile dans le contexte actuel ? C'est un bon exemple que vous donnez, parce que ce que j'observe, c'est que mon adversaire socialiste nous explique souvent qu'il est un fervent partisan du développement de la ligne nouvelle Paris-Normandie de Paris jusqu'au Havre, mais ce que j'observe, c'est que le gouvernement socialiste a pris comme première décision de confier le dossier du Grand Paris, et donc le dossier de cette ligne, à Cécile Duflot, qui est la seule responsable politique nationale qui soit venue au Havre dire son opposition complète, forte, à la construction d'une ligne nouvelle. J'observe aussi que mon adversaire socialiste reprend à son compte, et les défend au sein même du conseil municipal, les thèses défendues à Rouen par Laurent Fabius, par Alain Leverne, consistant à dire que l'essentiel c'était de faire une nouvelle gare à Rouen et puis d'améliorer la liaison entre Mantes et Paris, et qu'une fois qu'on aurait fait ça, mon Dieu, tout irait bien. Eh bien non, ça n'est pas ma conception de ce projet. Il faut défendre les intérêts du Havre, des Havrais, et je suis là pour ça. Merci beaucoup Édouard Philippe, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On se dépêche, il nous reste 3 minutes 25 avant la fin de cette deuxième partie. L'équipe Marie-Hélène Tichou et Hugues Perret viennent de rentrer, ils nous livrent leur sujet sur la 5e circonscription de la Seine-Maritime où Christophe Bouillon, député sortant socialiste, arrive largement en tête. Valérie Carmer-Loisel de l'UMP est qualifiée également pour le second tour. Regardez. Le député sortant avait décidé de garder ses habitudes. Son dimanche, il l'a passé dans les manifestations locales. En fin d'après-midi, il a récompensé des footballeurs en herbe. Bon, bravo. Alors à qui je l'ai remis ? À toi pour tout le monde ? D'accord. Tenez, c'est pour tous. Bravo. Ce travail de terrain paye quand les résultats tombent à sa permanence. Christophe Bouillon progresse partout. Il lui manque peu de voix pour être élu dès le premier tour. Je suis devant et largement dans les communes les plus rurales, et quel que soit le canton, et c'est vraiment la satisfaction d'un travail fait pendant 5 ans au service des habitants de ces territoires. La candidate de l'UMP arrive à la mairie de Pavilly. Tendue, fatiguée, elle boite séquelles d'une campagne difficile où elle a été bousculée. Valérie Carmer-Loisel sait qu'elle ne gagnera pas, mais elle a peur d'être devancée par le Front National. Alors quand enfin elle apprend qu'elle est sélectionnée pour le second tour, elle est presque contente. Très soulagée. C'est vrai que le Front National est, on va dire, quand même pour les dernières élections devant nous, dans certaines grandes villes. Donc là, j'en suis fière et puis heureuse d'être passée devant lui. Dimanche prochain, dans la 5e de Seine-Maritime, il restera 2 candidats, le socialiste tranquille et la candidate UMP battante. Voilà, un retour dans cette émission spéciale législative. Nous touchons quasiment à la fin de notre deuxième partie. Je vous rappelle que lors de la troisième partie, nous aurons un débat avec nos invités. Ils seront là, ils parleront tout à fait librement. Juste avant de nous quitter, Philippe, peut-être un petit tour de piste, un tour d'horizon, des enseignements à tirer. Parler du FN tout à l'heure, qui est certainement pas à la hauteur qu'il prétendait être, en tout cas dans ses prévisions. Voilà, notamment à cause du taux de participation très faible. On est aux alentours de 40% d'abstention, c'est énorme, c'est quand même très important. Et on l'a dit et répété, on le redit là maintenant, que effectivement pour se maintenir au deuxième tour, il faut 12,5% des inscrits. À partir du moment où vous avez peu de votants, évidemment, la tâche devient très difficile et le niveau de qualification est très élevé. Donc le PS progresse, le PC est quand même un peu en difficulté, l'UMP souffre et le Front National n'arrive pas à faire ses triangulaires tels qu'il les avait prévus. Philippe, est-ce qu'il y a des chiffres, des résultats qui vous ont particulièrement étonné, ou on est à peu près dans les clous, dans les prévisions? D'ailleurs, on peut dire la progression du Parti socialiste dans le département de l'Eure, alors que M. Sarkozy était arrivé en tête dans 4 circonscriptions sur 5 lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça, c'est un enseignement. Ça va être dur, ça va être plus dur que prévu, notamment pour M. Morin, notamment pour M. Nicolas. Et puis, globalement, une progression également de la gauche, et plus particulièrement du PS en Seine-Maritime. Merci infiniment, Philippe. On
On repasse par Paris et on se retrouve dans une petite quinzaine de minutes, 22h15, 22h20 très exactement, 23h pour le débat, les derniers sujets. Voilà, restez avec nous et le net, bien sûr, ça continue. À tout de suite. Bonsoir, rebonsoir, merci de nous retrouver pour la dernière partie de cette émission spéciale législative de 2012, premier tour, une dernière partie dans laquelle nous allons très largement débattre avec les candidats. Des résultats, tout de suite, on va revenir, Émilie, s'il vous plaît, sur les principales circonscriptions test. C'est comme ça qu'on les a appelés, aussi bien dans le département de la Seine-Maritime que dans le département de l'Eure. On va commencer par le département de l'Eure, justement, avec la première circonscription de ce département où l'ex-ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire, UMP, arrive en tête pour le moment, 41,35% des suffrages. Michel Champredon, le maire d'Évreux, PRG pour la majorité présidentielle, lui récolte 31,5% des voix. Nathalie Billard pour le Front National arrive derrière avec 16,45% des suffrages et Sandrine Cocagne pour le Parti communiste récolte 5,18% des voix. Dans la 5e circonscription pour nous, test, Franck Gillard, le sortant UMP, arrive en tête avec 32,96% des suffrages. Jean-Michel Dubois pour le Front National, il est conseiller régional, récolte lui 20,03% des voix. Jérôme Bourlet de la Vallée pour Europe Écologie Les Verts et la majorité présidentielle glane lui 12,82% des suffrages, devant Hélène Ségura d'Hiver Gauche qui elle récolte 11,80% des suffrages. On part en Seine-Maritime à présent avec la 7e circonscription tout d'abord et Édouard Philippe, le maire du Havre, UMP, qui arrive en tête avec 39,12% des voix, devant Laurent Loggiou, PS, 34,33%, Angélique Hitzdack pour le Front National, 11,8%, Nathalie Neil pour le Front de Gauche, 9,17%. On part maintenant pour la 9e circonscription de Seine-Maritime avec Estelle Grelier pour le PS, députée européenne, qui arrive en tête avec 38,06% des suffrages. Daniel Fidlin, le sortant pour l'UMP, récolte lui 33,51% des voix. Geneviève Salvisberg pour le FN, 14,64% et Céline Brulin pour le Front de Gauche, 8,10%. On termine par la 6e circonscription de Seine-Maritime où c'est Sandrine Hurel, PS, qui arrive en tête avec 32,47% des voix, devant Michel Lejeune, UMP, 30,74% des voix et Sébastien Jumel, le maire de Dieppe, PC, 16,55% des voix. Sophie Pétel est 4e pour le Front National avec 14,73% des suffrages. Merci beaucoup, Émilie, et ça tombe justement très très bien puisque nous allons partir dans cette fameuse 6e circonscription du département de la Seine-Maritime où on va avoir un duel au second tour. Hurel Lejeune, le député UMP, sortant lui aussi. Réaction sur place, c'est avec Emmanuel Partouche et Judicaël Rousseau. À l'annonce des résultats nationaux, c'est un sourire de joie qui envahit le visage de Sandrine Hurel. Elle aussi arrive en tête dans la 6e circonscription avec 32,47% des voix. Les habitants de ce territoire, de cette 6e circonscription, veulent donner une majorité à François Hollande. Ils nous l'avaient clairement indiqué lors de l'élection présidentielle, mais ils confirment par leur vote sur cette 6e circonscription. En deuxième position, Michel Lejeune qui recueille 30,74% des voix, mais le député sortant UMP veut y croire. La victoire reste à sa portée. Je trouve que c'est pas mal, d'autant plus que derrière, elle a plus beaucoup de réserves, étant donné que le Front de Gauche fait pas les voix qu'il espérait, et que le Front National fait 15% à peu près dans les campagnes. Donc ce sont des voix qui peuvent se reporter à la suite, quoi. Sébastien Jumel, le candidat du Front de Gauche, n'est pas parvenu à se qualifier pour le second tour, mais qu'importe, sa victoire est avant tout dieppoise. Je suis un maire heureux, conforté par ce résultat, puisque je double le score du Front de Gauche réalisé au présidentiel, que j'augmente de 5 points le score des législatives de 2007 qui annonçait la victoire des municipales. Donc un encouragement à continuer à porter Dieppe, partout où je me trouve,
à défendre les Diepoises et les Diepois partout où je me trouve. Quant à Sophie Petel, la candidate du FN, elle enregistre près de 15% des voix. Elle non plus n'est pas qualifiée pour le second tour. Mais c'est une surprise pour une candidate presque inconnue dans la 6e circonscription. Voilà pour cette circonscription. Des résultats, c'est important. Émilie, vous avez cette fois les chiffres définitifs en ce qui concerne la participation sur les 2 départements. Exactement. On commence tout d'abord par le département de l'Eure où l'on a voté à 58,47%. En Seine-Maritime, c'est 57,78% de participation dans le département. Merci Émilie. Avant d'accueillir tous nos invités qui sont juste à l'entrée du studio, nous allons aller du côté d'Évreux où nous attend Marc-Antoine Jamet. C'est le secrétaire départemental du Parti Socialiste dans le département de l'Eure. Monsieur Jamet est maire de Val-de-Reuil. Vous faites bien de le préciser. Bonsoir Monsieur Jamet. Réaction à chaud ce soir sur les scores des candidats PS dans le département de l'Eure. Ce sont de très beaux scores puisque le Parti Socialiste dans l'Eure est en passe de pouvoir aligner 4 députés, c'est-à-dire de ne pas laisser François L'Oncle tout seul au Palais Bourbon, mais de pouvoir offrir à François Hollande, au changement, et offrir à l'Eure, en fait, aux députés, aux électeurs eurois, la capacité d'être mieux entendus, d'être respectés, de participer au changement, d'être les acteurs de leur département. Donc c'est une très belle chose, avec évidemment Jean-Louis Destan, qui va, je l'espère, l'emporter sur Jean-Pierre Nicolas, et je le crois, Mélanie Maméry, qui a, par une campagne de présence et sur le terrain, montré peut-être les faiblesses du candidat Morin, et puis Michel Champredon, qui, à Évreux notamment, renforce son score et sera face à Bruno Le Maire, je l'espère, un challenger heureux, il ne faut pas oublier que Bruno Le Maire a quand même été le grand responsable de la politique gouvernementale dans ce département, et que responsable de l'agriculture, dans un département qui est aussi rural, eh bien, les fautes de ce gouvernement lui sont directement imputables. Monsieur Jamet, j'ai sous les yeux votre communiqué particulièrement dithyrambique et qui correspond d'ailleurs à ce que vous venez de dire sur les résultats de vos candidats socialistes dans le département de l'Eure. Et vous dites notamment François Long qui réalise les plus beaux résultats qu'il lui est donné d'obtenir dans la 4e circonscription, combinaison d'une vraie stature parlementaire et de son exceptionnelle popularité locale. Entre nous, on peut le dire ce soir, vous saluez effectivement ce résultat. Vous auriez bien aimé être candidat dans cette circonscription. C'est vrai, c'est pas vrai, non? Vous n'avez pas de regret? C'est tout à fait vrai, mais je n'ai aucun regret quand je vois un camarade qui gagne, et je connais bien François L'Oncle depuis très longtemps, que sa victoire est belle, que sa victoire est populaire, que sa victoire est basée sur un travail, une présence. Eh bien, j'en suis heureux, puisque ce que je veux, moi, c'est comme premier fédéral du Parti Socialiste dans l'Eure, c'est qu'il y a un maximum de députés socialistes dimanche prochain. Et donc, je suis heureux de voir que le président du Conseil général, le député sortant, le maire d'Évreux, une jeune femme qui est vraiment le contraire absolu de Monsieur Morin, c'est-à-dire loin de l'arrogance, loin de l'improvisation, mais qui est vraiment quelqu'un d'à la fois sympathique, proche des gens, qui a vu toutes les communes de la 3e circonscription. Eh bien, ce sont des belles réussites, ce sont des belles trajectoires, ce sont des gens sincères, respectueux, à l'écoute des électeurs, et ça me fait plaisir parce que c'est des valeurs pour lesquelles je me bats. Dernière question, Monsieur Jamet, est-ce qu'il n'y a pas quand même malgré tout un petit peu de regret dans la 5e circonscription de l'Eure, on va y revenir dans quelques instants, où le Parti Socialiste avait décidé de soutenir Monsieur Bourlet de la Vallée, donc le candidat Europe Écologie Les Verts, dans le cadre d'une alliance qui paraissait logique compte tenu de l'accord qui avait été signé entre la première secrétaire du Parti Socialiste français et ses collègues Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous n'êtes pas quand même finalement déçu qu'il y ait eu deux candidates, en l'occurrence, de dissidence qui viennent de vos rangs? J'en suis déçu parce que quand on voit la dynamique d'organisation, d'union, de cohésion qui a été dans les 4 autres circonscriptions, nous gagnons. Et l'endroit où nous avons été, en effet, pas à la hauteur de ce que attendaient nos électeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu une sombre bêtise. Les 2 candidatures dissidentes n'ont pas simplement fait perdre ce 2e tour et ce passage au premier. Ces candidatures dissidentes ont fait perdre la victoire. Je le regrette beaucoup. Il nous reste maintenant à être responsables, à être républicains. Et moi, j'appelle évidemment à faire battre le Front National, ce qui me semble normal. Est-ce qu'il y aura des représailles ? Je ne sais pas s'il y aura des représailles. Il n'y a pas de représailles au Parti Socialiste. Il y aura des discussions, on se parlera. Je pense qu'une fois de plus, oui, il y a un recadrage. Les dissidences ont été la désunion, et la désunion et la dissidence, ça a été le lit de la défaite. Donc s'il n'y a pas de recadrage, et qui plus est, dans les 4 autres circonscriptions, les scénarios qu'on avait prévus, les méthodes qu'on avait mis au point, la volonté d'être unis ont fonctionné, on gagne. Et bien donc ceux qui ont joué le scénario de la défaite ont eu tort, et puis avec nos 4 bons candidats qui se sont remarquablement bien battus, ils ont eu raison. Donc maintenant, il suffit d'être responsable, et j'espère que nous ferons en sorte que
les candidats de l'intolérance ou de l'extrémisme ne soient pas élus, y compris à Vernon, où nous sommes passés à côté d'une grande chance, c'est-à-dire celle d'une victoire, qui était celle de Jérôme Bourlet-de-la-Vallée, et qui était, ce soir on le sait, mathématiquement possible. Merci Marc-Antoine Jamet. Avant de rejoindre nos invités qui arrivent petit à petit sur ce plateau, je vous propose quelques instants, Philippe, que nous restions dans le département de l'Eure, et cette fois dans la 3e circonscription, la circonscription de Monsieur Morin, sortant, nouveau centre en tête avec 38,4%. Il affrontera au deuxième tour Mélanie Mamry, la candidate PS, qui a obtenu 25,28% des voix. Elle ébranle ainsi la citadelle de droite de cette 3e circonscription de l'Eure. Regardez. Face à 4 autres candidats de gauche et l'éventuel éparpillement des voix, la candidate PS Mélanie Mamry garde la tête froide devant les résultats. Satisfaite d'être au deuxième tour, elle met en avant le travail accompli. Les 176 communes de cette 3e circonscription de l'Eure visitée, 5000 km parcourus. Elle fustige l'absence sur le terrain du candidat sortant Hervé Morin, qui arrive en tête avec plus de 38% des voix. Il est vrai qu'avec Hervé Morin, c'est un peu notre histoire. Je ne l'ai jamais vu à la région, je ne l'ai pas vu en campagne non plus. Donc non, je ne peux pas parler d'adversaire, puisque pour avoir un adversaire, faut-il encore le voir? Je l'ai que très peu croisé. En 2007, Hervé Morin devenait député dès le premier tour. Cette fois, deuxième round, la dynamique de la présidentielle a joué contre lui. On assiste au même reflux que le reflux national. La circonscription de Bernay-Pont-de-Mer est dans l'étiage de toutes les circonscriptions de France, où les candidats de la majorité parlementaire assistent à un recul. C'est aussi simple que ça. Cette 3e circonscription de l'Eure, bastion de droite imprenable, ce soir, il est ébranlé par la poussée de la gauche. Voilà, de retour sur ce plateau, tous nos invités, nous vous en remercions. Mesdames, messieurs, tous nos invités sont arrivés. Je vous les présente très rapidement. La sénatrice Catherine Morin-Desailly, bonsoir madame. Bonsoir. Pour le nouveau centre, Alfred Tracy Payog, candidat UMP dans la 10e circonscription de Seine-Maritime. Secrétaire départemental de l'UMP en Seine-Maritime. Accessoirement. Christophe Bouillon, le secrétaire départemental PS, et candidat sur la 5e dans la Seine-Maritime. Laetitia Sanchez, bonsoir madame, secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts et candidate dans la 4e circonscription dans le département de l'Eure. Nicolas Bay, bonsoir monsieur, secrétaire régional Front National, candidat dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime. Et madame Céline Brulin, bonsoir madame, secrétaire départementale pour le Parti communiste dans le département de la Seine-Maritime. Et vous êtes candidate sur la 9e circonscription. Allons-y, débattons, ouvrez le feu, cher Philippe. Écoutez, je sais pas moi, vous savez comment on vous a placé? On vous a placé en se disant, bah tiens, ils ont peut-être quelque chose à se dire les uns les autres. Alors, on va commencer par vous, parce que tout à l'heure, on a entendu... Quelque chose à dire à tout le monde, là. Non, on est d'accord. Mais enfin, on fait un débat à partir des résultats et des réactions des uns des autres. Alors, on va commencer par la réaction de monsieur Jumel, qu'on a entendu il y a quelques instants sur cette antenne, qui dit, j'attends un geste de la candidate socialiste pour pouvoir dire comment je me positionne au deuxième tour. J'ai l'impression que les choses évoluent à gauche, parce que pendant des années, que ce soit du côté du PS ou du côté du PC, on a toujours entendu dire qu'il y avait une règle normale dans le cadre justement des relations entre le PC et le PS. Le PC arrive en tête, le PS appelle à voter PC, le PS arrive en tête, le PC appelle à voter PS. Alors est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que les relations sont tendues? Est-ce que c'est pas parce que finalement le PS progresse aussi par rapport au PC? Mais écoutez, les choses sont claires, nous avons tous appelé au rassemblement à gauche. C'est pas ce qu'on a entendu là tout à l'heure. On a dit, on attend que la candidate du PS nous appelle. C'est quand même la moindre des choses. Moi, la candidate socialiste qui est arrivée devant moi dans ma circonscription m'a appelée. Et ça a été le cas dans plusieurs circonscriptions. C'est peut-être la moindre des choses. Je trouve que c'est la moindre des choses. Ça se fait pas toujours aussi naturellement. Vous en conclurez ce que vous voudrez, mais il me semble que c'est la moindre des choses. Moi, j'en appelle au rassemblement à gauche, c'est évident. Après, il y a des gens qui jouent le rassemblement depuis des années et des années. Et puis, il y en a d'autres qui le jouent un petit peu moins. Je comprends Sébastien Jumel, parce que très récemment, le PS à Dieppe s'est allié à la droite lors d'un conseil municipal pour voter ensemble en pleine campagne. Bon, voilà. Donc, souhaitons que ce soit... Ça peut arriver de temps en temps, oui, quand même. Ça peut arriver. Des dossiers précis. Mais je pense que nous en appelons au rassemblement. Moi, dirigeante communiste, j'en appelle au rassemblement de toute la gauche, sans équivoque.
Et je souhaite que ce soit le cas pour tout le monde. Christophe Bouillon, ça serait intéressant de vous entendre sur cette question. Je n'ai pas douté un seul instant de cette volonté de rassemblement et je pense qu'elle se confirmera dimanche prochain, puisque on a déjà vu lors des présidentielles qu'il y a eu un formidable mouvement de rassemblement de l'ensemble des forces de gauche derrière la candidature de François Hollande. Et donc cette idée de rassemblement, cette volonté de rassemblement, elle va une nouvelle fois s'exprimer sans aucune difficulté. Ne l'oublions pas, l'enjeu c'est quoi? C'est simplement de donner une majorité au président de la République et les habitants de ce département ont d'ores et déjà pour ce premier tour voulu que le président de la République puisse disposer d'une majorité et je crois que c'est possible à condition bien sûr que le rassemblement se fasse et je crois que c'est bien parti. Est-ce que le but du Parti socialiste à l'heure actuelle, c'est pas d'avoir une majorité à lui tout seul finalement? Parce qu'il y a des alliés qui sont peut-être un petit peu plus encombrants que d'autres. Je dis pas ça spécialement pour vous, Madame Brulin, mais globalement... C'est peut-être pas le mot, mais c'est clair que nous avons des idées... C'est clair que nous avons des idées très claires sur ce que doit être une politique de gauche dans ce pays. Dans cette région, on le sait, il y a les dossiers industriels, il y a des situations comme Petroplus. Dans ma région, que tu connais aussi, Christophe, il y a des situations comme Cooper, des équipementiers automobiles, etc. Eh bien voilà, nous pensons qu'une politique de gauche doit, pour de bon, rompre avec la politique qui a été menée ces derniers temps. On a bien noté que normalement vous devriez nous entendre. On va suivre ça de près dès ce soir et toute la semaine. Le rassemblement n'exclut pas la diversité et je crois qu'on a déjà eu l'occasion de le montrer. Il y a des sujets sur lesquels on se rejoint, la question industrielle, les questions économiques et sociales. Et je crois qu'on peut faire confiance au président de la République pour entendre l'ensemble de celles et ceux qui composeront demain sa majorité. Maintenant, la 6e République, c'est pas trop votre tasse de thé. Ce qu'a proposé pendant la campagne présidentielle. Et pourtant, le niveau de l'abstention ce soir montre que c'est une véritable urgence. Parce que je pense que chacun d'entre nous ici doit quand même regarder ça avec... 40%, c'est beaucoup. C'est énorme. Je pense qu'on est quand même dans un système qui est à bout de souffle, où la présidentialisation du débat fait que finalement les gens ne se déplacent plus pour des élections législatives qui ne sont pas une petite affaire. Ce sont quand même les députés qui vont voter les lois de demain. Catherine Morin-Desailly, justement de votre poste d'observatrice, un mot peut-être sur cette... Et d'acteur, parce que je me suis beaucoup investie dans cette campagne. Je n'en doute pas un instant. De mes collègues. Un mot et votre sentiment sur ce taux de participation qui n'est pas... Et les résultats de vos candidats? Parce que vous, il y en avait quand même pas mal. Pas parce que dans les 15 derniers jours, on a vu que la campagne s'est essoufflée. Les gens nous disent qu'ils sont lassés. Ça fait 1 an que tout ça a démarré, que la primaire socialiste qui a occupé aussi le terrain médiatique. Donc on sentait une démobilisation, un découragement. Mais malgré tout, ça pose un vrai problème parce que ceux qui vont être élus ont forcément moins de socle pour porter après leur réflexion et leur action. Et c'est une vraie question que cette abstention, je dois le dire, dans la plupart des circonscriptions, quand on voit les résultats, on se dit que finalement, il manque pratiquement la moitié des électeurs qui ne sont pas au rendez-vous. Alors pour le second tour, ça peut faire peur quand même. On peut se dire, il y a encore pas mal d'électeurs qui vont aller à la pêche. Ça peut quand même changer très sensiblement un certain nombre de résultats et faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est ce qu'on a vu au cantonal. Bien sûr. Donc il reste beaucoup de travail à faire cette semaine. Bon, alors, autre face-à-face, après on passera à vous, Madame Sanchez, on ne vous oublie pas, le face-à-face UMP Front National. Alors pourquoi ce face-à-face ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, on a pu voir qu'à gauche, des gens avaient reporté leur voix sur M. Hollande et visiblement ils avaient voté pour le Front National au premier tour. Et dans le pays de Bray, pour prendre un exemple qui n'est pas tout à fait chez vous, quoique en partie ici, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils avaient voté Front National au premier tour, ils avaient voté UMP au deuxième tour. Est-ce que des alliances sont possibles ? Est-ce que des liens sont en train de se nouer ? Ou est-ce que vous restez chacun dans votre corps? Tous les électeurs, Philippe, sont respectables. Et j'en resterai à ce que disait François Hollande au soir du premier tour de la présidentielle, qu'il allait essayer de convaincre tous les électeurs. Donc les électeurs de droite, les électeurs de gauche. Je cite François Hollande. parce que Si, parce que quand il y a un petit peu d'hypocrisie, j'aime bien le citer. Et donc, vous avez cité Sarkozy souvent alors.
Ça m'est arrivé de le citer, mais pas pour ça. Et donc, Ségolène Royal l'a dit, d'ailleurs, très tôt. François Hollande a repris le flambeau en indiquant que le deuxième tour, c'était convaincre les électeurs des candidats qui, présents au premier tour, eh bien, ne l'étaient pas au second. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je crois qu'il faut pas essayer toujours de voir manipulation. En une semaine, pardonnez-moi, oui. Vous êtes capable de convaincre 40% d'abstentionnistes et 10 à 15%, ça dépend des endroits, de gens qui ont voté Front National. Parce que si on prend, encore une fois, je ne vais pas prendre votre circonscription, quoi qu'on pourrait, mais si on prend la 6e, celle de M. Lejeune, on s'aperçoit qu'il n'a pas de réserve de voix, sinon du côté du Front National et des abstentionnistes, clairement. Vous savez, le discours de Michel Lejeune, le mien et d'autres sont constants. Et je crois qu'il n'y a pas d'antinomie. Et je crois que le deuxième tour d'une élection est fait pour affiner les positions, pas pour manger le chapeau et le lapin avec, mais pour avancer. Nicolas Bay ? Qu'est-ce que vous répondez à ces propos ? D'abord, un mot quand même sur Vous devez être un peu déçu ce soir, franchement. Non, les résultats sont bons. Mme Le Pen a annoncé environ 300 triangulaires, on en est très loin. C'est lié au mode de scrutin et à la participation. D'ailleurs, les deux sont liés. Si la participation est faible, c'est aussi parce qu'on a un mode de scrutin exclusivement majoritaire qui est très antidémocratique et il n'y a pratiquement plus aucun pays en Europe qui pratique encore ce mode de scrutin. Je ferme la parenthèse sur ce point-là, mais au-delà de ça, le Front National enregistre un bon résultat ce soir, un petit peu en dessous de celui de la présidentielle, mais c'est un peu la logique justement lié au mode de scrutin et lié aux institutions, avec une petite prime en faveur de la gauche ce soir. Mais vous le Front National, même, tous les premiers commentaires du côté du FN. Non, le Front National se maintient à un niveau quand même très élevé. Et aujourd'hui, nous sommes en situation d'incarner un pôle important d'opposition à la gauche mondialiste dans notre pays pour les prochaines années, parce que moi je ne me réjouis pas de voir la gauche aux affaires, et on voit que dès ce soir ils sont dans les petits... Vous avez quand même pas mal tapé sur M. Sarkozy. À un moment, on croyait même que vous étiez de gauche. Non. Franchement, non. Non, en réalité, le bilan de Nicolas Sarkozy méritait... Vous tapiez plus sur M. Sarkozy que sur M. Hollande. Méritait qu'il soit sanctionné. Maintenant, le problème, c'est pas la discussion entre l'UMP et le Front National, le problème. On peut avoir d'ailleurs des relations très courtoises, M. Tracy-Payog. Le vrai problème, c'est la fracture très profonde qui existe entre la direction de l'UMP qui dit à 100%, à 99%, ils sont tous à dire en cas de duel PS-FN, on vote PS, et 60% des électeurs de l'UMP, M. Tracy-Payog, on le voit dans les sondages, qui disent nous sommes des patriotes et nous voudrions qu'il y ait des alliances entre l'UMP et le Front National. Et donc le problème, il est là, il est chez vous en réalité. C'est pas tant le problème du débat entre l'UMP et le Front National. Nous, on est ouvert à toutes les discussions dès lors que c'est sur le fond. Il ne s'agit pas de négocier pour avoir un strapontin, des places, quelques petits avantages. En revanche, il faut qu'il y ait un débat de fond. Il faut qu'il y ait un débat de fond. Est-ce que vous voulez poursuivre dans la logique mondialiste et libérale ce que va faire la gauche dans les années qui viennent et ce qu'a fait Sarkozy pendant 5 ans? Ou est-ce que vous voulez rétablir le cadre national parce qu'il est protecteur des emplois, protecteur des libertés individuelles, protecteur de la souveraineté du peuple? Le vrai débat, il est là. On peut avoir ce débat de fond, mais d'abord, il faut que vous régliez le problème interne de l'UMP avec la fracture terrible. Donc ça veut dire on peut discuter, mais déjà régler les problèmes chez vous. C'est ça, grosso modo, ce que vous êtes en train de nous expliquer. Moi, je crois qu'il y a à la base de l'UMP, et j'en ai rencontré ces dernières semaines, d'innombrables électeurs qui ne se retrouvent absolument pas ni dans la politique qui a été menée par Sarkozy, même s'il se retrouvait peut-être dans son discours, mais pas dans les actes, parce que les actes en l'occurrence ne suivaient pas, mais surtout il ne se retrouve absolument pas dans la ligne politique incarnée par Copé, par Juppé, par Fillon, etc., qui disent nous, entre le PS et le Front National, on n'hésite pas, on vote PS. Voilà. Et ça, c'est votre problème, et si vous avez un message à faire passer aux électeurs, M. Tracy-Payog, c'est sur ce sujet-là. M. Tracy-Payog va répondre, ensuite on a une question à poser à Mme Sanchez. L'UMP réglera ses problèmes internes à l'automne, puisqu'il lui faudra choisir un nouveau dirigeant et un patron, effectivement. Et donc, on verra à ce moment-là ce qui se décidera. Bon, cela dit, je ne jette pas aux oubliettes ce qui a été fait par le président sortant. Bon, il y a peut-être eu quelques erreurs, il y a quelques comportements qui ont pu choquer, mais cela étant, 80 à 90% des réformes qui ont été engagées ont été de bonnes réformes, et on se rendra compte dans 6 mois qu'une très grande majorité de Français regrettera le président sortant.
Philippe, une question, je crois, pour Laetitia Sanchez. Alors, donc, on rappelle que vous êtes la patronne régionale d'Europe Écologie Les Verts. Il y avait 2 accords, un dans la 2e circonscription de Seine-Maritime et un dans la 5e circonscription de l'Eure. Alors, dans la 2e circonscription de Seine-Maritime, Madame Véronique Moinet est plutôt pas mal placée, on peut dire les choses comme ça, par rapport à la sortante Madame Guégaud. Alors que c'était la seule circonscription où, au 2e tour de l'élection présidentielle, M. Sarkozy était arrivé devant M. Hollande. Alors, pardonnez-moi, on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans la 5e circonscription de l'heure? C'est un peu catastrophique. Et alors là, il y a peut-être... vous n'y êtes pour rien, Monsieur Bouillon, mais enfin, comme vous représentez le Parti Socialiste ce soir, c'est vrai, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Déjà que c'était pas une circonscription qui était facile, globalement, pour la gauche. Mais alors en plus, 2 dissidentes plus un candidat du Front de gauche, dans le cadre classique... Ouais, non, mais c'est pas moi, je veux dire simplement... Le candidat du Front de gauche non, on est d'accord. Oui, je parle surtout des dissidents du PS. Sans problème. Ah bah c'est clair. Alors comment est-ce qu'on n'arrive pas à s'organiser alors que c'est jouable pour arriver finalement à avoir un candidat UMP face à un candidat du Front National en l'occurrence? Alors ce que l'on va faire, vous allez nous donner votre réponse et ensuite on a reçu le sujet justement de l'équipe de Grégory Tellu et Bruno Bellamri. On vous écoute et ensuite nous irons sur le terrain grâce à ce sujet. Oui, voilà. Alors au niveau c'est vrai que des instances régionales et départementales, le dialogue a été mené. Nous avons rencontré les militants, les secrétaires de sections et de groupes locaux. Et puis on voit vraiment comment une méthode aboutit à 2 résultats complètement différents. Ou dans une circonscription de Seine-Maritime, on a vraiment réussi à faire une campagne dans l'unité, le dialogue, le respect des partenariats et de la diversité qui mène aujourd'hui au succès que l'on voit pour un premier tour, puisqu'une candidate inconnue arrive 400 voix derrière Françoise Guégaud, ce qui est tout à fait porteur d'espoir pour le 2e tour, avec des réserves de voix à gauche tout à fait intéressantes. En revanche, effectivement, dans l'Eure, le dialogue s'est difficilement instauré et c'est vrai qu'on a été, mathématiquement, il était impossible de pouvoir gagner dans une division de la gauche. On le voit ce soir, 3 candidats représentent 30% des voix et ne sont pas présents du coup au second tour. Aucun des 3 n'est présent au second tour et c'est un formidable cadeau qu'on laisse là à l'extrême droite et à la droite extrême qui vont pouvoir s'affronter sur ce 2e tour. Enfin, je pense que Franck Gillard, non, mais il faut pas insulter, je ne sais pas comment il faut pas insulter vos adversaires politiques. Vous avez le droit d'avoir un débat. Moi, je me suis fait un peu insulter par votre candidat lorsque Jean-Marie Le Pen est venu en meeting dans ma circonscription à Andé. Les échanges ont été un peu on a vu Marc-Antoine Jamet. On a vu Marc-Antoine Jamet à la tête de la meute du NPA. On a vu à cette occasion, Monsieur Jamet, vice-président de la région, secrétaire général d'un grand groupe de luxe du CAC 40 que je ne citerai pas, venir à la tête des émeutiers du NPA pour perturber un meeting. Un ensemble de forces de gauche qui étaient présentes sur la voie publique pour s'exprimer. Oui, vous étiez 10 ou 15 et vous avez essayé d'entrer par la violence dans un meeting. Voilà. Et c'est assez lamentable. Monsieur Bay, s'il vous plaît. Monsieur Bay. Alors justement, on va recadrer les choses. Nous allons aller sur le terrain. Il n'y aura donc pas, nous sommes d'accord, de triangulaire dans la 5e circonscription de l'Eure, Vernon-les-Andelys. Le député sortant UMP Franck Gillard arrive en tête, je vous le rappelle, avec 35% des suffrages. Il sera au second tour opposé au candidat du Front National Jean-Michel Dubois. Pardon ? C'est pas 35. Pardon. Crédité, lui, de 20% des voix. La gauche, représentée par 5 candidatures, arrive loin derrière et paie donc ces divisions. C'est un sujet de Grégory Tellu et de Bruno Bellamri. Il est confiant, Franck Gillard, le député sortant UMP. En début de soirée, les premières estimations le placent déjà largement en tête avec près de 35% des suffrages. L'ancien maire des Andelys le sait, un 3e mandat est en vue, place désormais au second tour et à un duel avec le seul Front National. J'ai connu pire. Et tout ça pour vous dire que ce soir, je suis raisonnablement serein tout en étant, très motivé pour pouvoir conclure au 2e tour, si les électeurs en décident bien évidemment. Pas de triangulaire donc, et entre Franck Gillard et Jean-Michel Dubois, le candidat du Front National, la passe d'armes a déjà commencé. On a une victoire à préparer, alors au revoir. L'ancien du RPR surfe sur la vague bleu marine et recueille un peu plus de 20% des voix. Le plus dur commence pour lui. Amis du soir, bonsoir. Franck Gillard nous a sous-entendu tout à l'heure qu'il avait peut-être fait le plus difficile aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Le plus difficile aujourd'hui, je ne sais pas s'il a fait le plus difficile ou le plus facile. À mon avis, c'est le plus facile parce que le plus difficile, il va l'avoir cette semaine avec moi sur le terrain.
La gauche, elle, a payé ses divisions. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts et du PS, Jérôme Bourlet de la Vallée, n'obtient que 12% des voix, juste devant les deux dissidentes du Parti socialiste, Hélène Ségura et Anne Mansouré. L'adversaire, c'était bien la droite et l'extrême droite. Et bilan des courses, on s'est tiré une balle dans le pied. Et l'adversaire, pour certains, c'était les écologistes et la gauche qui était avec les écologistes. Et ce soir, la gauche ne s'est finalement réunie que pour appeler à battre le FN dans un front républicain. Alors, M. Bouillon, un front républicain, ça veut dire clairement que la gauche dans son ensemble, j'imagine, va appeler à voter en faveur de M. Gillard ? Je crois que c'est clair en tout cas qu'il faut faire barrage aux candidats d'extrême droite et du Front National. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure vous avez interrogé sur la question des accords. Moi j'ai deux sujets de satisfaction dans cette campagne, en tout cas en termes de présentation de candidats. Le premier, c'est que le Parti socialiste a présenté beaucoup de femmes, notamment en Seine-Maritime, où nous présentions 6 femmes candidates et nous soutenions une femme représentant les écologistes. C'est-à-dire qu'au final, dans ce département, peut-être dimanche prochain, nous aurons plus de femmes députées que nous en avions jusqu'alors, et grâce au Parti socialiste. Ensuite, sur la question des accords, la démonstration est faite que lorsqu'on respecte un accord, eh bien, ça profite à la force qu'on représente, notamment aux forces de gauche. Et c'est vrai qu'en Seine-Maritime, cela a été indiqué par Laetitia Sanchez, la méthode qui a été la nôtre, celle du dialogue, celle de construire l'accord, c'est-à-dire de ne pas se le voir imposer, mais plutôt le travailler et faire en sorte à ce que toutes les conditions soient réunies pour le rassemblement, nous apporte le résultat qui est satisfaisant, à savoir qu'au deuxième tour, la candidate des écologistes, mais soutenue par le Parti socialiste, se retrouve confrontée à les députés sortants, malgré le fait que ce soit dans une circonscription, au départ quand même très difficile. Donc le rassemblement, ou la dynamique de rassemblement, elle a fonctionné à plein. Alors bon, c'est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas quand même au sein du Parti socialiste des camarades à vous qui disent « Oh, finalement, on a été vraiment sympa, pardonnez-moi, avec Europe Écologie Les Verts. Quand on voit le résultat de la candidate Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, est-ce que, bon, on n'aura pas trop ouvert la porte finalement à des accords qui leur sont très favorables. Vous n'avez pas ce genre de dialogue, parce que c'est ce qu'on a entendu dans l'heure quand même. La candidature de Mme Ségura et de Mme Mansouré, elle a pour vocation, en tout cas d'après ce qu'elles disent, justement un désaccord qui vient de là, en disant attendez, c'est nous qui sommes légitimes sur... Ils nous font venir un candidat Europe Écologie Les Verts qui vient de la 4e circonscription, dans la 5e. Ouais, c'est quand même pas tout à fait ce qu'on pouvait attendre. C'est jamais évident, bien évidemment, un accord. C'est bien vrai que lorsque vous êtes présent sur un terrain depuis des années et lorsque on vous dit il faut se retirer au bénéfice de quelqu'un d'autre, c'est vrai que c'est difficile. C'est le cas du maire de Vernon. Je le nie pas. Mais à un moment ou un autre, lorsque on a un accord au niveau national, le respecter, c'est permettre aussi qu'ailleurs, ce soit un candidat socialiste qui puisse bénéficier dès le premier tour de soutien écologiste. Donc je crois qu'à un moment ou un autre, il faut viser l'intérêt de la gauche, et là c'était l'intérêt du Parti socialiste et même derrière de la majorité présidentielle. Et je crois que c'est ça qui a été voulu, porté, imaginé ici en Seine-Maritime. Voilà, et à droite, si je peux me permettre, parce que j'ai l'impression que vous êtes intervenue, Madame Morin-Desailly, à un moment où, a priori, dans la première circonscription, celle de Rouen, il y avait un candidat radical valoisien, qui n'était pas spécialement souhaité dans l'entourage de l'UMP d'ailleurs, et du Nouveau Centre. Alors finalement, comment ça s'est passé? Parce que c'est pareil, il y a eu des négociations entre vous pour arriver à un accord. Pardon? Oui, au début, attendez, nous qui faisons des reportages sur le terrain, on entendait des gens de l'UMP dire on ne sait pas qui c'est, comment que ça se fait, qui est-ce qui a décidé, c'est encore Paris, etc. C'est pas facile. Si je peux me permettre d'intervenir, nous avions deux excellents candidats. Cyril Grenot et Jean-François Bure, qui ont été candidats au cantonal précédemment, qui sont des candidats d'avenir et que nous souhaitions voir s'associer pour porter nos couleurs, les couleurs du Nouveau Centre et les couleurs de l'UMP dans une perspective de rassemblement pour cette première circonscription. Donc à force de réflexion, Monsieur RC rejoindra la force de rassemblement que nous constituons dès aujourd'hui pour les échéances futures. Il y trouvera sa place d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'heure, il nous était important que ces deux candidats, encore une fois, qui sont des candidats d'avenir, qui, on peut le penser, candidateront par la suite à d'autres échéances, c'était important qu'ils se rassemblent. Donc c'est la grande différence avec le MoDem.
Je disais parce qu'il y avait quand même pas mal de candidats, enfin qui s'appelaient pas Modem d'ailleurs, qui s'appelait le Centre pour la France, enfin on sait que c'est le Modem. C'est le Centre Gauche pour la France, c'est le Modem de gauche. C'est un label qui cache en fait la réalité du candidat qui est issu du Modem. On apprend quelque chose, il y a une alliance c'est le Modem, voilà. Le Centre pour la France n'est pas un parti politique, c'est une étiquette. Soutenait la gauche moderne dans la 3e circonscription avec un grand succès et avec 3,78%. Donc là aussi, c'est un succès, j'imagine, commun de M. Tracy-Payog, Mme Moral-Desailly et le candidat. On se demande ce que c'est. En réalité, on sent bien que c'est la formation de Jean-Marie ce sont des Bockel, vocables pas très identifiés par les électeurs et qui traduisent un vrai problème. C'est le problème de vos orientations politiques. Le nouveau centre, l'UMP, la gauche moderne, tout ça, on voit très bien que ce sont... Nous avons porté des réformes ensemble au cours de ce dernier quinquennat. Les réformes majeures dont Alfred Tracy-Payog a dit tout à l'heure, on s'apercevra le bien fondé d'ici quelques mois, des réformes courageuses qu'il fallait faire. Et moi, j'attends de voir ce que le gouvernement au pouvoir et la future Assemblée, si elle doit être majoritairement de gauche, portera comme projet. Parce que nous allons rentrer dans des temps extrêmement difficiles. Les Français le savent, mais il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Donc attendons un petit peu ce qui va se passer, Monsieur B. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour Quand vous parlez des réformes réussies, vous parlez des plans d'austérité, du traité constitutionnel adopté par le Parlement contre l'avis du peuple, de la suppression de la double peine, c'est ça les grands succès de l'UMP au cours des 5 dernières années ? Il y a eu bien des lois, on pourrait les énumérer. Alors, on va en rester sur les législatives, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table pour avoir un sentiment, le sentiment que vous partagez sur vos résultats respectifs, en tout cas de vos formations. Comment peut-être par Mme Boulin ? Tout à fait. Sur vos formations politiques, comment ressentez-vous cette soirée et ces résultats ? Comment les analysez-vous ? Un sentiment partagé parce que, par exemple, pour prendre le département de la Seine-Maritime, nous sommes dans quasiment toutes les circonscriptions, à l'exception d'une au-dessus des 5%, ce qui était loin d'être le cas en 2007. C'est-à-dire qu'il y a un progrès, et dans certains endroits absolument notables, du front de gauche ou des candidats communistes. En revanche, évidemment, nous sommes déçus. Vous aviez 2 députés, vous n'en aurez plus. Il y en a pour partie, une partie qui est due au charcutage des circonscriptions, et y compris au mode de scrutin. Tout à l'heure, on évoquait la 6e République. Il est clair qu'on voit bien que ces législatives et l'inversion du calendrier contre lesquelles nous étions opposés fait que la vague présidentielle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, embarque ensuite les législatives dans un taux de participation extrêmement faible, et qui, à mon avis, à revoir, parce que l'Assemblée nationale, le Parlement, a un rôle décisif dans ce pays, parce qu'il va voter les lois. Et donc on est déçus d'avoir perdu Jean-Paul Lecoq, député. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à être déçus. Je pense que dès demain au Havre, beaucoup de gens le seront, parce que peut-être des gens ne se sont pas mobilisés et puis n'ont pas réalisé l'importance de ce geste. Et voilà, ce système fait que peut-être la diversité à gauche sera insuffisamment représentée à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose pour la gauche. Je suis sûre que du côté des Verts, on pense aussi. Ouais, voilà, ça serait intéressant. On ne vous a pas beaucoup entendu. On va passer à vous tout de suite. J'imagine que là, on est vraiment très déçus. Les scores sont faibles. Alors, en nombre de voix. Dans la même circonscription de Seine-Maritime. Voilà, dans la 5e circonscription de l'Eure, il y a aussi quand même un score de 12%. Bon voilà, si c'était une candidature autonome, ce serait satisfaisant, voilà. Mais voilà, nous comme le Front de gauche aujourd'hui, c'est vrai que nous aspirons à cette 6e République et à cette proportionnelle qui permettrait à une variété de composantes d'être présentes et de dialoguer. Bon, aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 5% nationalement dans les scores d'Europe Écologie Les Verts. Vous voyez, ça pourrait faire sur une Assemblée nationale quand même un groupe de 20 à 30 députés minimum. Voilà, oui. Très très rapidement dans vos réponses, Monsieur Bay, Philippe le rappelait tout à l'heure, Marine Le Pen annonçait jusqu'à 300 triangulaires. Visiblement, on va quand même être très loin de ce chiffre. Déçu ou pas? Non, tout dépend de la participation. En réalité, la participation aurait été à 80 ou 85% comme à la présidentielle. Il y aurait eu beaucoup plus de triangulaires. Mais là n'est pas le sujet. Notre objectif, c'est pas à toute force d'être en triangulaire. D'ailleurs, on peut être en deuxième tour en duel, comme c'est par exemple le cas dans la 5e de l'Eure. D'une façon générale, le Front National sort renforcé
solidifiée de ces législatives, y compris dans la région. Sur les 15 circonscriptions, tous nos candidats ont obtenu entre 10 et 20% des suffrages. Ça nous place comme une force incontournable, comme la troisième force politique au niveau régional, au niveau de ces deux départements. Et évidemment, ça ouvre des perspectives pour la suite, notamment les échéances municipales de 2014. Il faudra compter avec le Front National à ces élections, comme il faut compter avec le Front National depuis les régionales, les cantonales et ces législatives. Merci Monsieur Bay, nous avons entendu Madame Catherine Morin-Desailly tout à l'heure, ainsi que Monsieur Alfred Tracy-Payog. Un tout petit mot, une vingtaine de secondes, vous, votre sentiment ? D'abord, c'est un très bon résultat pour le Parti socialiste, avec notamment l'élection de Laurent Fabius dès le premier tour. Et puis c'est aussi une grande chance pour la parité, parce que, je le redis, dimanche prochain, on aura sans doute en Seine-Maritime plus de députés femmes que de députés hommes. C'est une première, important. Et c'est un progrès important pour la démocratie et la représentation, et grâce au Parti socialiste. Merci Christophe Bouillon. Merci à vous, merci infiniment d'avoir répondu à cette heure aussi tardive à notre invitation. Les législatives, ça continue évidemment sur Internet, sur notre site. On recommence demain midi dans le journal. On va parler énormément de politique. Mardi prochain, Philippe, vous serez aux manettes d'un débat. Demain, on devait avoir un 13h, pas de 13h à cause du tennis. Et oui, Roland Garros, on n'a pas pu terminer aujourd'hui. Merci à toutes les équipes de journalistes qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Merci à tous les techniciens. Merci à tous ceux et celles qui ont collecté les résultats. Merci à eux. Excellente fin de soirée. Ça continue sur Internet. Merci à vous.